Bienvenue donc à tous les présentateurs, les deux présentateurs, le modérateur, ainsi que donc tous les participants au niveau de ce webinaire, qui est en fait donc le deuxième webinaire. Après donc le webinaire précédent, qui avait comme thème « Après la Covid-19, réinventer l'aménagement du territoire ». Ce fut donc un événement très, très intéressant, peut-être pas en nombre de participants, mais au niveau donc de la qualité des intervenants, des questions et des sujets soulevés. Nous voici donc là maintenant pour notre deuxième webinaire avec comme thématique « Procédure d'alignement, études comparées dans les pays francophones ». Donc Jean-François Dalbin a eu la gentillesse de se proposer comme modérateur. Donc nous avons deux intervenants que je remercie, donc Vincent Balp de l'EGE France et Khalid Yousfi au niveau de l'ONIGT du Maroc. J'en profite de la présence de Khalid pour le féliciter. Pour ceux qui ne seraient peut-être pas au courant, donc Khalid a été ces derniers jours ou semaines donc reconduit pour un deuxième mandat en qualité donc de président de l'ONIGT, ce qui est très important pour la FGF, car Khalid, bien entendu, en qualité de secrétaire général au niveau de la FGF, est toujours présent aux réunions du bureau, des différents bureaux, et intervient dès qu'il le peut en soutien lors de nos activités, qu'elles soient en présence physique ou via plateforme. Alors, excellente nouvelle, en début d'après-midi, j'ai reçu un email de Claudia du bureau donc, de la FIG qui donc m'a confirmé la participation de l'AFGF aux sessions francophones. Donc, Claudia me demande d'organiser donc les deux sessions francophones que j'avais sollicitées au niveau du bureau, et donc cela a été accepté. Donc, c'est une excellente nouvelle. Depuis 2009, nous sommes chaque fois présents au niveau des sessions francophones techniques au niveau de la FIG, parfois 2 sessions, parfois 3 les dernières années, à Hanoï et précédemment, donc c'était plutôt 3. L'année passée, vu la pandémie, il n'y a rien qui s'est passé. Et ici, donc, au niveau virtuel, nous sommes encore une fois donc présents pour communiquer entre nous en français au niveau des problématiques au sens large donc de la profession ou les sujets qui intéressent la profession. Je ne vais pas m'étendre plus. Je vais laisser la parole au modérateur, donc Jean-François Dalbin de l'EGE France. Jean-François, la parole est à toi. Merci Marc. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux de pouvoir animer ce tour de table et je vois quand même avec plaisir que 3 continents sont représentés, l'Afrique, l'Europe et bien évidemment les Amériques, avec notre Québécois Francis. Donc merci à vous d'être présents. Donc aujourd'hui, on voulait parler de la définition des alignements, puisque c'est une préoccupation pour l'aménagement qui est indispensable si on veut avoir un développement harmonieux des villes. Il faut définir des emprises de voirie, et donc il faut qu'il y ait la puissance publique qui puisse intervenir. Et cette puissance publique va souvent intervenir au travers des géomètres experts qui vont apporter leur concours pour en définir les voies. L'alignement, si on lit la définition de Wikipédia, ça correspond à la détermination de l'implantation des constructions par rapport au domaine public afin de satisfaire aux soucis esthétiques, urbains, de salubrité, de sécurité, de circulation. Ce sont des problèmes récurrents. On avait pu le voir lors de notre congrès, accolé au congrès de l'OGE début février, puisqu'il y a eu des interventions sur la sécurité et les problèmes d'hygiène, le développement des pandémies. Il y a eu des aménagements liés à la sécurité, parce que de définir des alignements, ça permet
de pouvoir satisfaire donc des aménagements concrets, de développer les villes, et donc il est important qu'on puisse intervenir. Il faut savoir que les premiers alignements, du moins en France, remontent à Henri IV, et c'est l'édit de Sully du 16 décembre 1607 qui a réglé les fonctions et droits du grand voyer, qui définissait donc les alignements. Donc, autant dire que ce n'est pas d'aujourd'hui. Et depuis, chacun a développé ses pratiques. Donc, je suis content qu'on puisse échanger sur le sujet. Je vais commencer à donner la parole à Vincent Balpe, qui est membre du Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres experts en tant que président de la région de Montpellier, réélu très récemment. Donc, félicitations, cher Vincent. Il est également membre de la commission foncier et président de la commission foncier et membre de la commission 3P. 3P, pour nous, c'est propriété des personnes publiques. Donc, notamment les problèmes liés justement à la domanialité publique et aux alignements. Et il a été un brillant rapporteur du congrès des 1er et 2 février de l'Ordre cette année sur les problèmes d'alignement. Donc, Vincent, je te donne la parole pour nous exposer la pratique française de la définition des alignements. Je ne sais pas si tu as un PowerPoint à nous présenter ou si tu fais ça en live, sans filet. Voilà, tout à fait. Non, merci Jean-François, merci à tout le monde et merci de me donner la parole pour cette tribune. Et donc effectivement, comme Jean-François vient de me présenter, merci beaucoup Jean-François, et dans les derniers points qu'il a présentés, il a effectivement exposé que j'étais membre de la commission propriété des personnes publiques, qui d'ailleurs a été créé au tout début de la mandature de Jean-François à la présidence du Conseil supérieur, puisque avant c'était un groupe de travail qui était au sein de la commission foncier, preuve de l'implication en fait de la profession et de l'ordre des géomètres experts en France sur ce lien entre le sujet d'aujourd'hui, à savoir l'alignement, qui a été rappelé par Jean-François avec une définition également historique, et en fait la propriété. La grosse difficulté que nous, géomètres experts, on soulève dans le cadre de la pratique et du côté pragmatique du géomètre expert au quotidien, c'est de dissocier ce qui représente ce fameux ouvrage public qui correspond à une voirie, qui va être défini par un alignement, et en fait la limite de la propriété avec la propriété riveraine. C'est pour ça que l'ordre des géomètres experts, et là je le vois, il est connecté, François Mazulier, lors de la sienne de mandature, c'est-à-dire de mémoire, c'était en 2013, avait été un fervent défenseur de la proposition ordinale de proposer une méthodologie pour que justement les géomètres experts aient à leur disposition un outil qui leur permette de bien montrer et aider la personne publique dans la détermination de son alignement. Alors, quelle a été la réflexion des géomètres experts français? La réflexion a été de dire il faut que nous, avec notre expertise sur la propriété, notre expertise sur la limite de propriété, on fasse en sorte que la personne publique soit en capacité de venir définir son alignement avec tous les éléments qu'il lui faut à sa disposition, de telle manière à garantir à la fois la propriété publique, l'intégrité de l'ouvrage public, la propriété privée riveraine et les droits attachés à la propriété pour le propriétaire riverain, et en fait à respecter ce que l'on appelle donc chez nous la domanialité publique, qui est un régime particulier, bien entendu, dans chacun des pays. Et donc, un outil a été mis à la disposition des géomètres experts, une méthodologie qui s'appuie sur un outil que l'on appelle le procès-verbal concourant à la délimitation de la propriété publique. Et pourquoi le terme de concourant? Tout simplement parce qu'en fait, c'est la personne publique qui a cette prérogative de fixer l'alignement.
En France, donc, l'alignement est fixé par un arrêté pris par, si c'est du domaine public communal, et pris par le maire de la commune qui prend un arrêté, cet arrêté fixant en fait la limite du domaine public. En tout cas, c'est comme ça que c'est révélé par l'article du Code de la voirie routière, pour le citer, le 112.1 du Code de la voirie routière, à savoir un arrêté d'alignement doit être pris pour fixer cette limite. Alors, il y a deux façons sur notre territoire de fixer cet alignement qui est dicté par une éventuelle procédure antérieure. C'est ce qu'on appelle chez nous le plan d'alignement. Alors, on rajoute le terme général parce que pour pas qu'il y ait d'équivoque avec le deuxième alignement qui est l'alignement individuel. En fait, s'il y a eu une procédure qui est une procédure publique chez nous, qui fixe un plan d'alignement, un alignement général d'une voirie, en fait, ce plan va fixer très clairement la limite de propriété, de telle manière à, si on s'en réfère purement au terme alignement, faire en sorte que la globalité de la limite entre l'ouvrage public et les propriétés riveraines soit alignée, c'est-à-dire qu'on ait une homogénéité dans l'urbanisme tout simplement. Et donc, par un procédé qui s'appelle le plan d'alignement, on peut faire en sorte de réaligner l'ensemble des propriétés, faire des transferts de propriétés et de cette manière fixer une nouvelle limite de propriété qui va être en adéquation avec l'ouvrage public existant, la voie publique existante ou à aménager, bien sûr, au fur et à mesure du temps. Si on n'a pas cette procédure publique qui a été mise en premier lieu, eh bien, le maire de la commune, si c'est un domaine public communal, devra prendre un arrêté individuel d'alignement, c'est-à-dire juste au droit de la propriété riveraine concernée. Et dans ce cas, il ne s'agit pas de fixer pour le maire une limite de propriété, mais il s'agit juste de fixer en fait la limite de l'ouvrage public, l'assiette de l'ouvrage public, c'est-à-dire celui qui est existant. Et c'est là où le géomètre expert, et par la réflexion qui a été menée par l'ordre sur les 10 dernières années, mais même avant, je me rappelle d'un article de François Mazuillet qui avait fait un article dans la revue Géomètre dans les années 2006-2007 sur cette nécessité de mettre en œuvre une procédure contradictoire avec les propriétaires riverains pour que finalement on n'ait pas une personne publique qui vienne simplement fixer par arrêté l'assiette de son ouvrage, mais finalement pouvoir le fixer en connaissance de cause de l'ensemble des éléments, que ce soit pour la propriété publique, mais également pour la propriété riveraine. Donc, sur le plan purement pragmatique, le géomètre expert français a à sa disposition depuis une dizaine d'années ce qu'on appelle plus simplement le PV3P, un procès-verbal concourant à la propriété des personnes publiques, dans lequel il va pouvoir, après avoir mis en place une procédure contradictoire entre la personne publique et le propriétaire riverain, il va pouvoir mettre en place en fait un document dans lequel il va retracer à la fois ce qu'on appelle le constat de la limite de fait, c'est-à-dire la limite de l'ouvrage public, mais également analyser la limite de propriété qui est entre cette propriété privée et cette propriété publique. Et en fait, en confrontant les deux, c'est un outil qui va permettre en fait à mettre en place des régularisations foncières, à savoir faire en sorte que si l'ouvrage public est allé un petit peu plus loin que la limite de propriété, eh bien la personne publique puisse faire l'acquisition de ce dont elle dispose maintenant, mais qui a été enlevé finalement à la propriété privée. Ou inversement, ça peut être aussi le propriétaire privé qui s'est un petit peu trop étendu sur l'assiette de la voie publique initiale. Et en fait, par ce biais-là, par cet outil, je le répète, c'est un côté très pragmatique de l'approche de l'alignement faite par les géomètres experts, eh bien, on va faire en sorte de mettre en concordance à la fois la propriété et ce fameux ouvrage public et son alignement. Voilà retracé assez rapidement quelle est la pratique proposée par l'ordre des géomètres experts aux géomètres experts, mais après le géomètre expert, il est libre de pratiquer comme bon lui semble, en respectant les textes bien sûr ordinaux, en respectant la loi, on se rend compte qu'il y a également des pratiques qui existent toujours, qui se résument au géomètre expert qui dresse un plan d'état des lieux de la situation,
et qui sollicite auprès de la personne publique tout simplement qu'elle prenne son arrêté. Mais malheureusement, quand on est dans cette situation-là, eh bien, en fait, la personne publique va prendre un arrêté qui se résumera uniquement au constat de l'ouvrage, de l'assiette de l'ouvrage public, uniquement de constater où est la voie, et il n'y a pas à ce moment-là une analyse sur les limites de propriété. Et malheureusement, cela peut entraîner en fait des difficultés, peut entraîner en fait du contentieux entre les propriétaires privés et les propriétaires publics. Une des missions principales de la personne publique, c'est bien de conserver son domaine. Conserver, c'est-à-dire de faire en sorte que son ouvrage public, là en l'occurrence la voirie, soit régulièrement conservé, entretenu, protégé. Et pour cela, elle prend son arrêté pour justement protéger son ouvrage public. Mais si en fait l'ouvrage public n'est pas clairement sur la bonne assiette, c'est-à-dire sur la bonne propriété, sa propriété, il peut y avoir du contentieux. Et c'est dans un but de prévenir les conflits, de faire en sorte que les propriétés publiques et privées soient protégées, que l'Ordre des géomètres experts a proposé cette méthodologie qui s'est, au fur et à mesure du temps, étoffée d'une doctrine. En 2016, de mémoire, en décembre 2016, avait été organisée par l'Ordre des géomètres experts, en fait, au Palais du Luxembourg, à Paris, là où siège le Sénat, en fait, un colloque sur le sujet. Et à la suite de ce colloque qui avait été fait, donc a été écrit une doctrine ordinale sur le sujet qui nous aide à avancer sur le sujet, de faire en sorte que peut-être on aille vers une éventuelle amélioration des textes législatifs ou réglementaires pour faire en sorte que cette propriété publique soit protégée au-delà simplement de l'ouvrage public par le biais de procédures particulières. Alors aujourd'hui, il s'agit du domaine public routier, mais pour voir l'importance qu'a ce principe de l'alignement, je vais faire référence à une ordonnance qui vient de sortir il y a à peine un mois et demi, je crois, une ordonnance qui vient de modifier en fait le code des transports en France et qui vient de créer une procédure de délimitation du domaine public ferroviaire en se calquant totalement sur la procédure de délimitation du domaine public routier. C'est-à-dire que ce sont exactement les mêmes termes qui sont repris, à savoir un arrêté d'alignement individuel, on est exactement dans les mêmes termes. Et en fait, cette ordonnance qui est sortie vers le mi-avril, je crois, en fait, c'est le mois des ordonnances sur la propriété publique, puisque la dernière qui était sortie en 2017, qui avait modifié notre code général de la propriété des personnes publiques, était aussi sortie un mois d'avril. Et là, on a, vous voyez, une procédure qui est dans le code de la voirie routière en France depuis un moment, qui se limite, comme je vous l'ai explicité, purement à la protection de l'ouvrage et pas de la propriété, qui vient d'être décliné à un autre domaine public, à savoir le domaine public ferroviaire. Ça va très certainement nous aider au niveau ordinal à surfer sur cette ordonnance qui crée un texte législatif, mais qui fait référence à la création d'une méthodologie beaucoup plus pratico-pratique par décret. Je pense que notre institution ordinale va rapidement se tourner vers les ministères compétents pour voir avec eux l'éventuelle écriture de ce décret pour qu'il corresponde et s'appuie sur la doctrine ordinale. Donc, pour résumer ce que je viens de dire, nous, les géomètres experts en France, on essaie de faire en sorte d'aider la personne publique dans la détermination de son alignement, de telle manière à faire en sorte qu'elle prenne un arrêté qui fixe cet alignement, mais en bonne connaissance de cause, en respectant les droits de chacun, y compris le propriétaire riverain. Et pour rebondir sur ce que je viens de vous dire, sur la déclinaison qui a été faite dans la dernière ordonnance, donc sur le domaine public ferroviaire, ce texte législatif qui vient de sortir insiste sur le fait que ce doit être fait sur la base d'une première procédure contradictoire avec les propriétaires riverains, chose que n'introduit absolument pas préalablement la procédure d'alignement concernant le domaine public routier. Donc on voit bien que cette insistance sur l'échange contradictoire avec les propriétaires riverains est essentielle.
Et je pense que c'est un des éléments majeurs de la suite des événements concernant la protection de la personne publique, à savoir de faire en sorte qu'il y ait cette transparence nécessaire avec l'ensemble des propriétaires, qu'ils soient publics ou privés. Donc voilà, résumé dans le laps de temps qui m'était imparti, une présentation de la pratique au quotidien du géomètre expert pour fixer cet alignement, ou en tout cas aider la personne publique à le fixer. Et bien entendu, je répondrai à toutes les questions qui viendront en suivant. Merci, monsieur le modérateur, pour ce temps de parole. Voilà. Merci Vincent pour cette intervention. C'est vrai qu'il y a un rôle important du géomètre expert dans cette définition-là. Et je sais qu'à un moment donné, on avait même proposé à la personne publique de définir totalement, de cadastrer, d'aller jusqu'à un cadastre du domaine public, puisque en France, les collectivités et l'État sont les plus gros propriétaires. Et comme tout bon propriétaire, on connaît à peu près ses limites, ou sinon on va voir son géomètre expert préféré, et l'État et les collectivités ne connaissent pas leurs limites et donc ne peuvent pas être de bons gestionnaires de la propriété publique puisqu'ils n'en connaissent pas les limites. Et l'alignement y contribue avec la définition du domaine public, donc c'est important. Je vais maintenant donner la parole à Khalid Yousfi, président de l'ONIGT, donc c'est l'Ordre national des ingénieurs géomètres topographes du Maroc, nouvellement réélu, et félicitations Khalid. Tu es également le secrétaire au bureau de la Fédération des géomètres francophones, et on t'écoute pour nous parler de la pratique des définitions d'alignement au Maroc. Merci, monsieur le modérateur, monsieur le président de la FGF, chers consoeurs, chers confrères. D'abord, je tiens à vous exprimer mes vifs remerciements de votre soutien et de vos félicitations. C'est toujours un réel plaisir de retrouver les différents collègues et amis à travers les 3 continents. C'est vrai qu'on a du mal à se voir de façon directe, mais heureusement qu'il y a les nouvelles technologies qui nous permettent de rester constamment en contact. Je remercie également les membres du bureau exécutif de la FGF qui ont pensé à organiser ces meetings par visioconférence pour garder le contact et pour échanger sur nos différentes expériences. En ce qui concerne le thème d'aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de représenter ma profession et d'exposer les procédures qui concernent les arrêtés d'alignement et les arrêtés d'alignement portant cessibilité dans mon pays. La procédure des arrêtés d'alignement et des arrêtés d'alignement portant cessibilité est régie par les dispositions de 3 textes de loi: le texte de loi relatif à l'urbanisme, le texte de loi relatif au développement des agglomérations rurales et le texte de loi relatif à l'expropriation. Comme tout le monde le sait, un arrêté d'alignement, c'est un instrument juridique d'urbanisme qui permet de créer des voies communales, des places, des parkings communaux, la modification de leur tracé ou de leur largeur ou leur suppression totale ou partielle. Ces arrêtés d'alignement, cet instrument juridique déclare l'utilité publique des travaux nécessaires à la création, l'élargissement ou la suppression d'une voie communale quand cette mesure n'est pas prévue par un document d'urbanisme, un plan d'aménagement, un plan de développement urbain déclaratif d'utilité publique. L'arrêté d'alignement permet ainsi au président du conseil communal de recourir, le cas échéant, à la procédure d'expropriation des terrains nécessaires pour cause d'utilité publique. Les arrêtés d'alignement portant cessibilité. Il s'agit d'un arrêté qui fusionne l'acte déclarant l'utilité publique et l'acte frappant l'expropriation des terrains nécessaires à la création ou à la modification de la voirie. Dans ce cas, les autorités n'ont pas besoin de prendre un arrêté de cessibilité qui est un acte indispensable pour procéder à l'évaluation de la valeur des terrains nécessaires à l'ouverture de la voirie. Par contre, dans le cas d'un arrêté d'alignement simple, les autorités concernées sont dans l'obligation de prendre un arrêté de cessibilité avant de convoquer la commission administrative qui permet d'évaluer la valeur vénale des terrains nécessaires
pour l'ouverture ou l'élargissement de la voirie. Les arrêtés d'alignement en portant cessibilité désignent les propriétés frappées de cessibilité en mentionnant leur consistance, leur superficie et le nom des présumés propriétaires. Par contre, les arrêtés d'alignement simples ne sont pas à confondre avec les alignements individuels et avec les arrêtés de reconnaissance, même si tous ces actes sont pris par le président, par décision du président du conseil communal. L'arrêté de reconnaissance, il a pour objet de confirmer la domanialité publique de la voirie. À noter que les dispositions relatives à la reconnaissance de la domanialité publique sont dans les dispositions de la loi relative à l'urbanisme. Bien sûr, je parle du Royaume du Maroc. La procédure d'instruction et d'approbation, donc à l'initiative de la loi sur l'urbanisme qui reconnaît ou qui donne pouvoir au président du conseil communal, après délibération du conseil, le droit de décider par arrêté la création des voies communales, de places et parkings communaux, ou de procéder à la modification de leur tracé, ou la suppression totale ou partielle de ces voiries. Ces arrêtés sont assortis d'un plan topographique indiquant les limites de cette voirie, annexé à un document qui liste la liste des présumés propriétaires de ces terrains. Un arrêté d'alignement est généralement pris à l'initiative du président du conseil communal concerné. Toutefois, au Maroc, l'urbanisme, il est régi également par les agences urbaines qui sont sous la tutelle du ministère de l'Urbanisme et qui peuvent demander l'élaboration d'un arrêté s'il entre dans le cadre de la mise en œuvre d'un document d'urbanisme, un plan d'aménagement, un plan de développement, ou s'il est nécessaire pour la restructuration d'un quartier d'habitat insalubre exigeant l'ouverture d'une ou plusieurs voiries. Les avis des administrations concernées pour les arrêtés d'alignement, ils doivent être soumis préalablement à l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme pour avis conforme, en l'occurrence les agences urbaines, qui sont des agences autonomes sous la tutelle du ministère de l'Urbanisme. Bien sûr, l'avis conforme de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme est requis pour vérifier la compatibilité du projet d'alignement avec les dispositions du plan d'aménagement ou le cas échéant du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. Les arrêtés d'alignement doivent obtenir l'avis conforme obligatoirement du ministère de l'Équipement lorsque l'arrêté d'alignement concerne un immeuble qui fait partie ou qui est riverain du domaine public de l'État, du ministère de la Culture lorsque l'arrêté d'alignement apporte des modifications aux servitudes instituées par un test de classement d'un site ou d'un monument historique. Cette consultation est requise préalablement à l'ouverture de l'enquête publique. Puisqu'on passe à la procédure, cette consultation est requise préalablement à l'ouverture de l'enquête publique. Pour les arrêtés d'alignement portant cessibilité, et puisqu'on passe à la procédure d'expropriation, certaines formalités doivent être effectuées auprès de la conservation foncière et auprès des présumés propriétaires. L'enquête publique, donc toujours au niveau de la procédure d'instruction et d'approbation, les arrêtés d'alignement font l'objet d'une enquête publique dont la durée est d'1 mois. La durée de cette enquête est de 2 mois lorsqu'il s'agit d'un arrêté d'alignement en portant cessibilité qui exige systématiquement de l'expropriation. L'enquête publique est organisée au siège de la commune concernée. Elle fait préalablement l'objet d'une annonce dans 2 journaux à audience nationale, et ce, à 2 intervalles. La deuxième annonce doit être publiée 1 semaine au moins avant l'ouverture de la dite enquête. Pendant le déroulement de cette enquête, le plan topographique de l'arrêté d'alignement ainsi que la décision sont affichés dans le siège de la commune et un registre est mis en place à la disposition de toute personne concernée pour y consigner ses observations ou ses réclamations. À compter de la date d'ouverture de cette enquête et jusqu'à la publication au bulletin officiel, ou dans certains pays on l'appelle le journal officiel de l'arrêté d'alignement, il ne sera accordé aucune autorisation ni de construire sur les terrains frappés d'alignement ou d'alignement et de cessibilité.
Toutefois, la durée de cette interdiction ne peut excéder 6 mois selon les dispositions de la loi qui organise les arrêtés d'alignement. L'arrêté est pris après délibération du conseil communal. Au terme de cette procédure, l'autorité communale adresse tout le dossier qui comprend les plans, la liste des présumés propriétaires ainsi que l'arrêté aux fins d'approbation au ministère sous la tutelle qui est le ministère de l'Intérieur. Une fois l'arrêté d'alignement est approuvé par le ministère, il est publié automatiquement au bulletin officiel et affiché au siège de la commune concernée. Donc, l'arrêté d'alignement produit des effets juridiques avant et après sa publication, à compter de la date de l'ouverture de l'enquête publique et jusqu'à la publication au bulletin officiel. Aucune autorisation de construire sur les terrains frappés d'alignement ne peut être. Pour les arrêtés d'alignement emportant cessibilité, ce délai est prolongé à 2 ans. L'effet juridique après la publication de ces arrêtés d'alignement au bulletin officiel, ces arrêtés valent déclaration d'utilité publique des opérations qu'ils fixent. La durée des effets de l'arrêté d'alignement est de 10 ans et celle de l'arrêté d'alignement avec cessibilité n'est que de 2 ans, c'est-à-dire au bout de 2 ans, si la commune ne procède pas à l'expropriation, automatiquement, l'effet juridique est suspendu. Une fois l'arrêté d'alignement il est publié au bulletin officiel, il ne peut être apporté aucune modification à l'état des terrains englobés dans l'emprise de la voie projetée, sinon toute la procédure reprend depuis le départ. Ainsi, ni les nouvelles constructions, ni les modifications aux constructions existantes ne peuvent être réalisées. Seuls peuvent être autorisés les travaux d'entretien des constructions existantes. Les terrains frappés uniquement d'alignement peuvent recevoir une affectation provisoire sur autorisation du président du conseil communal, à condition que les travaux y afférents ne compromettent pas la réalisation de la voirie prévue par l'arrêté d'alignement. La contribution des riverains à la création de la voirie publique, la loi statue par rapport à ce sujet. Donc, pour la réalisation de ces voiries, la commune procède soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation à l'acquisition des immeubles tombant dans l'emprise de la voirie communale. Toutes les emprises libérées ne sont pas indemnisées, étant donné que les riverains de la voirie ouverte à la circulation générale doivent contribuer soit en nature, soit en espèces à l'ouverture de cette voirie à hauteur de 10% de la façade principale qui donne sur cette voirie. Les effets après la publication des arrêtés d'alignement, donc j'ai déjà présenté cette partie. Donc, toutes les emprises libérées ne sont pas indemnisées. Alors, la contribution en nature. La contribution des riverains à la création de cette voirie publique, bien sûr les riverains qui sont concernés. La contribution en nature, le propriétaire dont le terrain tombe dans les emprises de la voie à créer et qui deviendra riverain à sa réalisation, doit céder gratuitement à la commune l'équivalent d'un rectangle d'une largeur de 10 mètres et d'une longueur correspondant à la façade de la parcelle sur la voie. Et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit 10%. Donc c'est 10 mètres de la largeur de la façade de son terrain. Si la contribution ainsi calculée excède le 1/4 de la superficie totale de la parcelle, le propriétaire doit être indemnisé pour la superficie excédentaire. La contribution en espèces, dans certains cas que la contribution en nature d'un propriétaire riverain d'une voirie soit nulle, lorsque l'emprise de la voie n'empiète pas sur sa propriété, ou en cas d'élargissement d'une voirie, lorsque sa propriété est située du côté non élargi de la voie. Dans ces 2 cas, le propriétaire devient débiteur de l'administration communale. Il doit donc verser à cette administration l'indemnité différentielle que celle-ci est tenue d'allouer au propriétaire riverain en vis-à-vis qui cède son terrain. Donc tout ça, ce sont des dispositions réglementaires. La commune peut, dans la majorité des cas, acquérir à titre gratuit la totalité des emprises des voies communales carrossables et dont la largeur n'excède pas 20 mètres. Cette contribution gratuite parce qu'elle va donner un privilège à ce propriétaire qui y aura une façade sur cette voirie.
cette contribution gratuite ne porte que sur le terrain et que par conséquent, les constructions comprises dans l'emprise libérée doivent recevoir une juste indemnisation. Le propriétaire peut par ailleurs exiger l'acquisition par la commune de sa parcelle restante lorsqu'elle est devenue inconstructible. Donc ça, c'est des cas qui sont réels et des cas qui peuvent arriver. Donc une fois libérées les emprises de la voirie, donc une fois il lui reste une surface qui n'est pas exploitable, inconstructible automatiquement, il peut exiger de la commune d'acheter le reste de sa parcelle. Est considérée comme inconstructible la parcelle qui ne remplit plus les conditions exigées par les règlements du plan d'aménagement et de voirie pour recevoir une construction viable. La voirie spécialisée, telle que les voies cyclables ou piétonnières, elle est indemnisée en totalité compte tenu du fait que les riverains n'en tirent pas les mêmes profits et les mêmes avantages que ceux liés aux voiries ouvertes à la circulation générale. Donc voilà, grosso modo, un petit peu la procédure ainsi que les différentes dispositions qui régissent ces arrêtés d'alignement. Donc, à titre d'exemple, un propriétaire, supposons qu'on a deux propriétaires qui abandonnent chacun 10 mètres de leur parcelle, de la façade de leur parcelle, ils ne sont ni redevables ni créanciers d'indemnité différentielle. Par contre, si un propriétaire abandonne 15 mètres au lieu de 10 mètres, donc il est créancier d'une indemnité pour les 5 mètres supplémentaires. Le propriétaire de la parcelle, d'une quatrième parcelle, s'il n'abandonne que 5 mètres au lieu de 10 mètres, il est redevable d'une indemnité pour les 5 mètres auxquels il ne contribue pas. Et si par exemple un cinquième propriétaire d'une surface totale de 280 mètres carrés abandonne 10 mètres sur sa façade, soit en surface 100 mètres carrés, cette contribution est supérieure au 1/4 de la superficie de sa parcelle. Il est donc créancier d'une indemnité pour la superficie dont il dispose, 280 mètres carrés moins 100 mètres carrés divisé par 4, donc de 30 mètres carrés. Pour la même raison, le propriétaire d'une parcelle qui a une superficie de 160 mètres carrés, il est créancier d'une indemnité pour 160 mètres carrés moins 100 mètres carrés divisé par 4. Donc, le 1/4, ça veut dire 40 mètres carrés. Je peux vous dire que la plupart des cas, une majorité des cas, sont traduits devant le tribunal administratif parce que souvent, les propriétaires n'acceptent pas les valeurs vénales définies par les commissions administratives et je peux vous garantir que dans la majorité des cas, ils ont gain de cause parce que le tribunal administratif statue par rapport à la valeur vénale réelle, chose qu'une commission administrative liée à l'administration ne prévoit pas dans ses estimations. Donc, je vous remercie de votre attention. Merci Khalid pour cette présentation. C'est vrai que nous avions en France un système qui était la cession gratuite quand l'alignement faisait moins de 10%. Il y avait une cession gratuite qui était faite à la collectivité. Et le Conseil constitutionnel a considéré que c'était anticonstitutionnel, qu'on ne pouvait pas appauvrir la propriété, qui est un droit sacré, qui est reconnu par la Déclaration des droits de l'homme, mais également dans la Constitution française et la Constitution européenne. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de cession gratuite, ce qui fait que quand il y a une emprise qui doit être cédée pour alignement, les collectivités ne se précipitent pas pour les racheter. Et on se retrouve donc, quand on fait des opérations immobilières, on est obligé de diviser la propriété, de créer une parcelle qui ne sera jamais cédée à la collectivité, ou elle le sera cédée quand elle aura trouvé les ressources pour l'acheter. Et malheureusement, on se retrouve comme ça quelques années après, des fois avec des parcelles enclavées, puisque c'est resté entre les mains d'un promoteur. Le reste de la propriété a été divisé et vendu. Le promoteur disparaît et on se retrouve avec un bien sans maître. Et le temps que la commune puisse récupérer le bien, on se retrouve avec une propriété enclavée derrière, ce qui n'est pas toujours très simple.
Merci à vous deux pour ces interventions. Je ne sais pas si quelqu'un a des questions, une intervention, un exemple. Vous avez la parole. Pensez à ouvrir votre micro pour prendre la parole. Bonjour Jean-François. Bonjour Francis. Je vais casser la glace. De présentation intéressante. J'essaie de faire le parallèle ici au Québec. La situation est, je crois, très différente due à un morcellement plus récent ici. J'aimerais savoir, dans les deux cas, on associe les alignements principalement avec les voies de communication, là, le réseau routier. Est-ce que les enlignements peuvent être requis lorsqu'il s'agit de définir des assiettes, par exemple, de servitude pour des conduites souterraines, par exemple? Là, j'ai entendu monsieur Balp indiquer, mais souvent l'assiette foncière est à un endroit et l'ouvrage public peut se retrouver en porte-à-faux ou à un autre endroit, lorsqu'on a des ouvrages qui sont invisibles parce qu'ils sont souterrains. Il arrive souvent ici que l'infrastructure ou l'ouvrage qui donne lieu à l'emprise publique de servitude soit en décalage avec la définition légale de l'assiette. Donc, ma question est, est-ce que les propos de ce matin portent uniquement, les enjeux sont-ils uniquement pour le viaire, le réseau de voies routières ou également pour toutes les emprises de droit comme les servitudes et autres démembrements? Il me semble d'ailleurs que ça vous avait valu un sinistre important quand un train avait déraillé et il y avait des liquides inflammables qui s'étaient répandus dans certaines canalisations qui n'étaient pas à la bonne place de mémoire. Oui, ça, c'est la tragédie du lac Mégantic en juillet 2013. Et en effet, je pense que tu étais là, c'était une communication, une conférence à Ottawa il y a quelques années et où les services d'intervention publique ont constaté à leur grande surprise que le professionnel qui avait le plus à apporter dès le départ, c'était le géomètre. Vincent, est-ce que tu veux apporter une réponse? Alors, en France, c'est justement parce que les textes législatifs le législateur n'a pas souhaité ou voulu, je ne sais pas, ou pris le temps de mettre en place des procédures de délimitation que l'Ordre des géomètres experts s'en est saisi il y a une dizaine d'années. Et il est vrai que initialement, la volonté de l'Ordre en 2013 était de mettre en place une procédure de délimitation de la propriété publique quand elle relève du domaine public et de ce qu'on appelle chez nous du domaine public artificiel. En France, il y a un domaine public naturel, alors c'est le maritime et le fluvial, il y en a deux, qui sont très clairement décrits par les textes pour leur délimitation. Mais pour tout ce qui concerne le domaine public artificiel, où il y a des ouvrages justement, donc y compris des réseaux enterrés, eh bien, il n'y a pas ou très peu de textes. Il y a celui que je citais concernant le domaine public routier, qui concerne nos propos d'aujourd'hui, mais à part celui-ci et son extension que l'on vient de voir pour le domaine public ferroviaire, eh bien, il n'y en a pas vraiment, ou quasiment pas. Et c'est pour ça que l'Ordre a essayé de faire en sorte d'écrire une procédure générale qui s'appliquerait à une propriété relevant du domaine public, et justement pour pouvoir gérer ce type de problème comme des réseaux enterrés que l'on ne distinguerait pas particulièrement. Alors, quand il s'agit de réseaux enterrés qui longent la voie publique, on parle de domaine public routier là, qui longe la route, mais qui est peut-être sur ce qu'on appelle le bas-côté, qui est sur les 1, 2 ou 3 mètres qui longent la voie elle-même. D'une façon générale, cet espace-là, on fait un amalgame entre le réseau et la voie et on considère que finalement les réseaux font partie
en globalité de l'ouvrage public routier. C'est-à-dire, on considère que c'est un accessoire, c'est comme ça que c'est nommé, un accessoire du domaine public routier. Par contre, si on a des réseaux qui vont passer même peut-être en traversant une propriété privée, mais il n'y a que le réseau, c'est complètement dissocié de l'ouvrage routier, et bien là va être créé tout simplement des servitudes pour permettre des servitudes qui vont être par convention entre le propriétaire privé et la personne publique pour pouvoir faire passer ces réseaux. Donc on peut, suivant les cas, considérer ces réseaux qui seraient enterrés comme des accessoires d'un domaine public, donc dans ce cas, seraient intégrés dans la globalité de l'assiette de la propriété concernée, mais parfois, ça peut être complètement dissocié et être en servitude dans de la propriété privée. Merci Vincent. C'est vrai que au Québec, vous avez un parcellaire assez récent et vous n'avez pas de problème. Enfin, les voies sont rectilignes, il n'y a pas de souci. Nous, on s'aperçoit surtout dans les centres-villes anciens, bien que maintenant les villes abandonnent la logique d'alignement et conservent le vieux patrimoine. Mais sinon, quand on avait une procédure d'alignement, donc il y avait des plans d'alignement, et si une propriété bâtie était coupée par un alignement, le propriétaire avait l'obligation de laisser tomber en ruine sa construction, tomber en ruine tout en protégeant le domaine public pour pas qu'il puisse y avoir une personne sur le domaine public qui se prenne une partie de la façade sur la tête, mais il ne pouvait pas entretenir son immeuble. Il devait le laisser tomber en ruine et une fois qu'il était démoli, on pouvait reculer le bâtiment. Ce qui était particulièrement dommageable et c'est pour ça que dans certaines villes, ils ont totalement abandonné les principes de vieux plans d'alignement pour éviter ce genre de situation. Et puis, on commence à prendre l'habitude de conserver les vieilles pierres, comme les vieux géomètres maintenant. Ouais. Je crois que ça pour toi, François. Hein. Ouais. Et il faut avoir un sens de la tolérance élevé parce que la ruine peut prendre plusieurs années avant de s'effondrer. Tout à fait, tout à fait. Mais bon, les propos de Vincent sont intéressants parce qu'aussi pour ces servitudes pour des conduites ou des ouvrages enterrés, il y a un enjeu d'alignement aussi parce que le corridor ou l'assiette de la servitude peut être déterminée par différentes interventions selon la forme du parcellaire. Et souvent, ce que l'on constate ici, c'est que un corridor qui devrait être uniforme et droit, mais souffre d'une scoliose majeure parce que d'un endroit à l'autre, dès qu'on sort sur la propriété voisine, il y a des décalages. Et selon, la conduite est droite, mais la rédaction juridique de l'assiette de la servitude, elle, souffre de décalages qui peuvent être plus ou moins importants. Voilà, intéressant. J'ai même un exemple où une canalisation d'eau potable avait été faite dans la commune et elle avait un circuit qui était quand même très curieux et on s'est aperçu qu'elle ne passait que chez les opposants du maire. Tous les gens qui votaient pour le maire avaient leur terrain qui était épargné et la canalisation des détours faramineux pour ne toucher que les opposants du maire. Ça s'appelle les charges publiques. C'est ça. Y a-t-il d'autres questions, interventions? Oui, j'avais un commentaire. Oui, Willy. Voilà. Déjà, bonsoir tout le monde. Je tiens déjà à remercier la FGF pour cette opportunité qui nous a donné à nos jeunes géomètres de pouvoir apprendre aussi de vos expériences, vous les aînés. Donc, je suis très content effectivement des deux présentations. Ça permet de voir un peu même plus loin sur notamment le cas du Maroc. Je vois même très bien qu'il y a une volonté vraiment au niveau de la gouvernance de décentraliser certaines décisions parce que la plupart du temps, j'ai entendu, c'est l'exécutif municipal qui prenait les décisions. Je pense que le domaine public ou bien les servitudes, de plus en plus,
sont des questions urgentes dans notre contexte, notamment dans le cas de l'intégration des considérations liées au changement climatique, parce que jusqu'ici, si je prends le cas du Cameroun, la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, on faisait de l'urbanisme beaucoup plus de projets ou de rattrapage selon ce qu'on veut considérer. C'est aujourd'hui, avec le changement climatique et les risques à milieu urbain, notamment les inondations, on est un peu confronté au problème du respect et la nécessité en fait de respecter les emprises publiques en vue de faire passer des ouvrages d'assainissement. Là, actuellement, je suis à Abidjan et il y a un grand projet d'assainissement urbain pour la résilience des villes et on se rend compte qu'on revient à chaque fois sur le non-respect des servitudes et que dans la culture, justement, cette problématique, j'étais curieux au départ de voir s'il y avait un lien entre l'alignement qui était le thème du jour et les problématiques de risque à milieu urbain, des inondations. Et je confirme que oui, en fait, parce que si je prends le cas du Cameroun, les documents de planification sont validés par le préfet, élaborés par le conseil municipal, validés, mais en fait, c'est le préfet qui valide. Et dans certains cas, justement, quand on veut établir une DUP, une déclaration d'utilité publique, c'est à ce moment qu'on met une procédure particulière. Sinon, on a été aussi confronté dans des cas de grands lotissements. J'ai travaillé pour la mission d'aménagement des terrains urbains et ruraux au Cameroun, où ils ont élaboré un très grand lotissement dans les années 87. Et aujourd'hui, ils voulaient faire un état des lieux des propriétés de l'époque par rapport au cahier des charges du lotissement, parce que finalement, c'est le cahier des charges du lotissement qui instruit aux acquéreurs ce qu'ils doivent faire, les retraits, les alignements, ce qu'ils doivent respecter en termes d'implantation de leur construction des ouvrages. Et ce qu'ils voulaient faire, c'était d'évaluer en fait les empiètements que ces propriétaires avaient fait, parce que généralement, il y avait des emprises qui avaient été laissées pour l'écoulement de l'eau, et certains propriétaires se sont amusés à augmenter leurs parcelles, et il était question d'évaluer ces empiètements et faire une sorte de régularisation foncière pour qu'ils puissent payer sur les terrains qu'ils avaient occupés, ou bien qu'ils laissent tout simplement ces terrains à disposition, notamment pour la construction des ouvrages, des services comme des espaces de récréation ou bien des espaces verts et tout ça. En tout cas, je pense que cette problématique est super urgente. Il n'en existe pas, à mon avis. C'est vrai que le ministère des Travaux publics au Cameroun a codifié certaines voies, mais beaucoup plus dans le sens d'un financement de l'entretien de la voirie pour que les communes puissent recevoir une dotation pour l'entretien de la voirie. Mais il n'y a pas vraiment une voirie communale connue, délimitée, avec une démarche bien pensée derrière. C'est beaucoup plus dans le sens du financement de l'entretien des voies. Voilà ce que je voulais ajouter comme commentaire. Mais sinon, pour souligner que de l'angle de l'intégration du changement climatique pour la planification urbaine, c'est une problématique super urgente aujourd'hui et que ce serait vraiment bien de penser ça pour les villes résilientes de demain et beaucoup plus aussi pour les villes innovantes, les Smart City. On ne peut pas faire de Smart City dans une ville où on ne circule pas, les problématiques d'adressage et tout ça, ils se mêlent aussi. Voilà ce que je voulais rajouter comme commentaire. Merci Willy. Y a-t-il d'autres interventions? Dans vos différents pays, est-ce que vous avez des procédures d'alignement qui sont mises en place? Oui, Marc? Très brièvement, en ce qui concerne la Belgique, donc la loi première en matière d'alignement, en matière des voiries, est une vieille loi qui date de 1841, qui a obligé donc les communes à inventorier les voiries au niveau donc de la commune concernée. Malheureusement, le législateur à l'époque n'a pas prévu la mise à jour de ce travail. Par la suite, donc après 1841, certaines communes ont mis à jour par le fait de nouvelles voiries, modification des alignements, etc. Et d'autres ne l'ont pas fait. Alors en 2014, de nouvelles dispositions ont été prises pour remédier à cela, mais comme vous le savez, donc en exécution de cette loi, la Belgique, petit pays s'il en est, a 3 régions, la région flamande, la région bruxelloise et la région wallonne. Et tout ce qui concerne donc les matières environnementales, urbanistiques, sont de la compétence de
des régions. Et dès lors, donc, il appartient aux régions, donc, par voie de décret, d'obliger ou ne pas obliger donc, les différents processus en matière de voirie, en ce y compris les procédures d'alignement. Donc, il y a au niveau des 3 régions des dispositifs différents, que l'on soit en région flamande, en région bruxelloise et en région wallonne. Oui, François. En Belgique, vous avez jamais réfléchi aussi à la parcellisation du domaine public? À la parcellisation. Oui. Donc, en ce qui concerne la Belgique, donc, le cadastre est un cadastre napoléonien qui a évolué de manière différente à la France. Mais dans les années 90, donc, tous les domaines publics donc, sont repris donc, à la matrice cadastrale et au plan cadastral avec un identifiant cadastral, même un revenu cadastral, nonobstant le fait que, bien entendu, tout ce qui appartient à l'État au sens large ne paye pas d'impôts fonciers, mais donc tout ça là est repris au niveau cadastral. Les seules choses qui ne sont pas reprises au niveau du plan cadastral, au niveau de la parcellisation, c'est donc les voiries publiques, les routes, les chemins, les voies d'eau. Donc là, au niveau du plan, il y a donc une imprécision, car cela n'est pas levé. Mais dans le courant de l'année passée, donc il y a un projet qui a été mis en place par la documentation patrimoniale, qui est donc l'administration qui gère notamment les processus cadastraux, et qui invite donc le géomètre, lorsqu'il procède à un levé, à un bornage d'une parcelle qui jouxte la voie publique, de se mettre en rapport avec cette administration pour confronter donc les données qui existent au niveau communal, au niveau cadastral et au niveau donc, de ce que le géomètre constate sur le terrain. Et là, donc, il y a un accord ou une proposition qui est établie entre les différents partenaires pour caler donc l'alignement qui est donc la limite entre la voirie publique et la voirie privée. Un élément important également, mais je crois qu'en France ou dans d'autres pays, ça doit être identique. Il faut savoir que le domaine public est donc inaliénable, hors commerce et insaisissable. Donc, quelque part, parfois, le pouvoir public, il n'y a pas urgence, puisque de toute façon, donc, la prescription trentenaire ne peut pas être appliquée, étant donné que le domaine public est insaisissable. Oui, mais je pense, il me semble que le problème n'est pas qu'entre la délimitation entre le domaine public et le domaine privé. Je crois qu'un des gros problèmes aussi, c'est la délimitation entre 2 domaines publics différents. Lorsqu'il y a 2 gestionnaires ou 2 propriétaires différents, lorsque tu as une voie communale qui vient croiser une route départementale, si tu as un platane à l'angle des 2, est-ce que le jour où le platane tombe sur une voiture, chacun dit que le platane appartenait à l'autre. Et on a des gros problèmes de gestion et de responsabilité parce que justement, on n'a pas de parcellisation ou de cadastralisation justement de ces différents domaines publics. Et c'était le thème du congrès un petit peu de Montpellier. Et je pense qu'il faudrait il me semble qu'il faudrait que les géomètres du monde entier s'unissent pour qu'on arrive à mettre cette idée en place et obliger les États à cadastrer leurs différents domaines publics. Oui, bien entendu. Je pense que c'est indispensable et c'est vrai que c'est au congrès de Montpellier qu'on avait démontré, je crois que c'est toi Vincent d'ailleurs, qui avait porté ce sujet avec un exemple sur la commune de Sète et sur le port de Sète où on avait du domaine public communal, départemental. On avait également le domaine public ferroviaire, on avait des domaines publics fluvial, maritimes. Enfin, ouais. C'était la foire d'empoigne entre les différentes collectivités pour savoir quelles étaient la limite de leur alignement et donc qui était responsable de quoi et s'il y a un sinistre, qui prend en charge les travaux de remise en forme, qui prend ne serait-ce que les indemnités s'il y a un sinistre sur la voie publique. C'était un sujet. Et donc, mais oui, parce qu'il fallait même un cadastre en 3D, parce qu'on avait des superpositions de différents domaines publics.
la partie qui passait au-dessus de la route, au-dessus du canal, etc. Et il y a encore du travail. Il y a de quoi intervenir. Bertrand, tu veux intervenir? Il faut que tu ouvres ton micro. Ton micro, Bertrand. Je vois bien que tu parles, mais je ne peux rien pour toi. OK. Alors, c'était une marionnette. Alors, oui, donc, je disais que je voulais rebondir sur la question de l'imprescriptibilité du domaine public et par ailleurs de la hiérarchie ou de la non-hiérarchie qu'il pourrait y avoir entre les divers domaines communaux, départementaux ou de l'État. Et ça me faisait penser à un dossier sur lequel je travaille actuellement qui concerne le domaine public de l'État et le domaine de la ville de Paris, avec des considérations historiques également, à la faveur des changements successifs de régime qu'il y a eu depuis Napoléon, puisque Marc parlait du cadastre napoléonien, plutôt en Belgique. Entre Napoléon I et Napoléon III, on a eu la succession de la Restauration, de la République, et à chaque fois, il y a eu des transferts de propriété entre l'État et la ville de Paris sur certains fossés historiques de la place de la Concorde. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, ces fossés font partie intégrante de la voie publique. Mais dans les cessions qu'il y a eu à l'époque de la place de la Concorde, de la place royale ou des places royales, il était expressément dit que ces cessions se faisaient à l'exclusion des fossés qui bordaient le jardin des Tuileries. Or, aujourd'hui, on a donc des fossés qui ont été recouverts, qui font partie intégrante de la voirie, qui, elle, relève de la voirie communale, mais avec des titres dont se prévaut l'État, au titre donc de biens du domaine public de l'État, le jardin des Tuileries faisant partie du domaine public de l'État, et également Marcel Campion, que certains d'entre nous doivent connaître, qui se prévaut également de la possibilité de pouvoir utiliser pour la Grande Roue, Marcel Campion et bien d'autres, pour la Grande Roue, cet espace-là. Alors, donc, se posent des problématiques de domanialité, mais également des problématiques de prescription éventuelle, voire des problématiques de hiérarchie entre les différents domaines. Bon, donc tout ceci, c'était juste à titre anecdotique que je l'évoquais, mais puisque c'est le sujet, et puisque certains l'ont évoqué également, les considérations liées aux alignements soulèvent des enjeux à la fois économiques, des enjeux de droit, et également parfois des considérations d'ordre historique, voire politique, puisqu'on voit que un bien a pu passer de la cassette de la couronne à la propriété de l'État, aujourd'hui de la ville, suivant l'angle suivant lequel la chose est prise, on peut avoir une approche différente de la question. Voilà ce que j'avais à dire. Merci Bertrand. C'est vrai que le côté historique et bon nombre de nos amis africains peuvent en témoigner. Et moi, j'ai en tête un sujet sur lequel j'ai travaillé récemment, ce sont les Comores, avec l'histoire qui a pu y avoir, la période de colonisation, les périodes où la population a repris son bien. Ensuite, il y a eu un État communiste qui a accaparé tous les biens. Tout a été nationalisé. Ensuite, ça a été redistribué en fonction du changement de régime politique. Et c'est vrai que pour y retrouver au niveau de la politique, c'est assez compliqué. Et donc, l'historique de la propriété est beaucoup plus difficile à définir. Et je pense que c'est un problème que l'on rencontre dans bon nombre d'endroits.
et même sur un autre dossier sur lequel je travaille à l'heure actuelle, qui est le foncier polynésien, où en fonction des dates à laquelle les pays ont été colonisés, ont été entrés dans le régime juridique français et l'abandon du régime local de la propriété foncière, il y a des difficultés. Je pense que ça pourrait être un thème d'une prochaine table ronde sur justement les changements de propriété dus aux évolutions historiques et politiques. Voilà. On a la même chose dans les 50 pas géométriques. Tout à fait. Où effectivement, les 50 pas géométriques, il y a une période, alors qu'ils étaient inaliénables, où ils ont été vendus, où ils ont été occupés. Il a fallu faire des régularisations sur cette bande qui borde la mer dans nos départements d'outre-mer. Oui. Et en Polynésie, par exemple, sur 5 archipels, il n'y en a qu'un qui a les 50 pas géométriques, ce sont les marquises. Ah oui. D'autres ne l'ont pas. Ah oui. Donc, il y a l'historique. Y a-t-il une autre intervention? Pas d'intervention. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vais donc conclure cette visio. Tout d'abord en remerciant nos deux intervenants, Vincent Balp et Khalid Yousfi, pour l'intérêt de leur présentation. Vous remerciez tous de votre participation. Je vois qu'il y a même Francis Gabel qui est là. Bonjour Francis. Et puis, pour vous dire que notre prochaine visio de la FGF sera le mardi 7 septembre. On parle déjà de la rentrée à 16h30, comme nous avons pris l'habitude. Tous les 2 mois, si ce n'est que là, on a un délai un peu plus long compte tenu qu'on n'allait pas en faire une au mois d'août, puisque c'est une période un peu d'abstinence au niveau visio. Et on se retrouve donc le mardi 7, c'est-à-dire le premier mardi du mois de septembre, pour pouvoir examiner un nouveau sujet. Et si vous avez des idées en tête de thèmes que l'on pourrait prendre pour ces visios, on attend vos propositions. Sinon, on pourrait réfléchir sur celle qu'on vient de soulever à l'instant, après l'intervention de Bertrand, sur la propriété et les mouvements de la propriété au fil de l'histoire et des modifications. Marc, veux-tu dire un mot pour terminer? Oui, merci Jean-François pour tes conclusions. Bien entendu, je remercie également les 2 intervenants, Vincent Balp et Khalid Yousfi, vous tous, le modérateur également Jean-François. Mais j'aimerais souligner, donc j'ai reçu en début d'après-midi des nouvelles du bureau de la FIG par le biais de Claudia. Donc, j'avais sollicité 2 sessions francophones lors du congrès virtuel qui aura lieu la semaine du 21 juin. Et donc, la FIG a accepté donc, la proposition. Il y aura bien donc 2 sessions francophones dédiées à la FGF lors du congrès virtuel de la FIG à la fin du mois. En principe, les 2 sessions devraient se dérouler le mardi 22 juin dans l'après-midi, mais c'est à confirmer. Il me reste encore quelques possibilités pour des communications. Donc, si certains d'entre vous devaient être intéressés pour donc communiquer lors de cet événement, j'ai encore quelques positions, mais ne tardez pas, envoyez soit à moi, soit à Florian l'adresse FGF, en me mettant en copie donc votre souhait de communiquer au niveau de ce congrès. Un petit bémol, car je tiens à être précis, c'est les frais donc d'inscription pour pouvoir participer à ce congrès virtuel. Ici, je le rappelle, nos webinaires au niveau de la FGF sont gratuits, mais au niveau de la FIG, donc la cotisation pour participer à la semaine virtuelle s'élève en l'état pour l'instant donc à 150 €. Donc c'est quand même une dépense relativement importante pour un événement virtuel. Mais ça, donc, ceux qui devraient être intéressés
à communiquer doit bien entendu prendre en compte cet élément-là. Je crois que Francis Gabel veut intervenir. Désolé pour mon très grand retard. Donc, ben voilà, les géomètres m'ont retenu à la rue du Nord pour ceux qui connaissent l'endroit et je suis rentré fatigué et je dois reconnaître que je me suis d'abord assis et puis, oulala, c'est vrai. Je m'étais branché à 4 heures pour ne pas l'oublier finalement. J'ai suivi la fin des discussions et surtout, je vois des têtes connues, d'autres moins connues, mais je serais très heureux de vous avoir revus et je vous espère en bonne santé, ce qui est apparemment le cas. Et je vous souhaite bonne continuation et je vais me concerter avec Marc concernant un sujet éventuel. Pas pour la FIG, mais pour les discussions au niveau de la FGF. Voilà, pas de sujet à aborder. Merci beaucoup. Merci à toi, Francis. Merci, Francis. Je vous salue tous. Prenez soin de vous et à bientôt, soit lors de la semaine de travail virtuelle de la FIG ou alors lors de notre prochain webinaire à la rentrée au mois de septembre. À bientôt.